Brigitte Lars-Negaroff et voici un nouvel épisode de notre série sur le changement climatique et le développement durable. La lutte contre le réchauffement climatique peut se diviser en deux grandes catégories. Ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire s'attaquer à la source du problème en réduisant, en atténuant la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Et puis, il y a l'adaptation. C'est faire face aux effets déjà constatés ou anticipés du réchauffement. Avec juste 1 degré de réchauffement depuis le début de la révolution industrielle, la modification du système climatique a déjà commencé à faire des ravages des pôles aux tropiques, depuis les profondeurs de l'océan jusqu'aux sommets les plus hauts. Et même si l'humanité parvient à limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés, comme elle s'y est engagée à Paris, et c'est déjà un très grand si, les conséquences seront énormes et difficiles à gérer. L'adaptation a toujours été le parent pauvre des négociations internationales sur le climat. Elle a reçu moins d'attention et surtout moins d'argent que sa sœur siamoise, l'atténuation. À noter cependant que si l'homme est seul à pouvoir limiter les rejets polluants, il n'est pas seul à essayer de s'adapter au dérèglement climatique. En effet, la plupart des formes de vie, végétales ou animales, sur Terre comme dans la mer, cherchent à s'adapter à ces changements. Pour un nombre croissant d'espèces, il s'agit réellement de s'adapter ou mourir. Et ce défi n'est pas nouveau. L'histoire de la vie elle-même est une histoire d'évolution, de capacité à s'ajuster au changement de l'environnement de génération en génération. L'homme a un talent particulier pour s'adapter aux circonstances nouvelles. En dehors des 2 pôles, même les régions les plus hostiles de la planète ont été colonisées par l'homme. Mais la plupart des formes de vie sur Terre ne partagent pas notre agilité et elles sont nombreuses en fait à être intolérantes au changement. 1 degré de plus, une toute petite augmentation de l'acidité de l'océan, une légère modification du régime des précipitations, et cela peut suffire à condamner une espèce ou modifier le fonctionnement d'un écosystème entier. Plus précisément, la plupart des espèces, y compris la nôtre, ne supportent pas les changements rapides. Même si ce processus est invisible à nos yeux, des formes de vie disparaissent en ce moment au moins 1000 fois plus vite qu'il y a un siècle ou 2. Une telle extinction de masse a eu lieu seulement 5 fois en 500 millions d'années. Et peu importe la cause, une soudaine baisse de la température due à des éruptions volcaniques massives ou une soudaine hausse due à des rejets de méthane du fin fond de la Terre, la seule chose que ces moments ont en commun, c'est la vitesse avec laquelle le changement a eu lieu. L'évolution a ses limites. Mais revenons au changement climatique. Depuis 50 ans, ces effets se font sentir. Super tornades, vagues de chaleur, sécheresse, pluies diluviennes, acidification des océans, montée des eaux, fonte des glaciers, etc., etc. Autant de mauvaises nouvelles pour l'humanité. Même une hausse modeste de la température va entraîner un jour l'immersion de zones côtières qui abritent aujourd'hui des centaines de millions de personnes. La perturbation du cycle des saisons et les précipitations irrégulières vont menacer les ressources alimentaires. Et la disparition des glaciers et la sécheresse va entraîner la baisse des ressources en eau potable. Tous les acquis obtenus en termes de réduction de la pauvreté, mortalité infantile, longévité pourraient être défaits par le changement climatique. Alors le niveau de risque face à ces impacts dépend d'un certain nombre de facteurs, dont le degré d'exposition, la sensibilité à la menace et la capacité à s'adapter. Alors prenons un exemple concret. Certaines régions du monde, le Sahel en Afrique, le bassin méditerranéen, le sud-ouest américain seront plus touchés par la sécheresse que d'autres, et donc sont plus exposés. Exposition. Leur sensibilité, en revanche, à la diminution des précipitations sera conditionnée par exemple par le fait que l'agriculture est dépendante de l'eau, de pluie ou bien d'irrigation, ou si l'eau potable vient du ciel ou du sous-sol. Quant à la capacité à s'adapter, elle est évidemment liée aux ressources et aux méthodes connues pour planter d'autres plantes plus résistantes, par exemple, ou trouver d'autres sources en eau. En prenant ces 3 éléments en compte, il est facile de voir que le petit fermier en Éthiopie et le gros agriculteur en Californie, même s'ils font face aux mêmes conditions de sécheresse, n'auront pas les mêmes capacités à s'adapter. Le premier pourrait se voir forcé d'abandonner sa terre, de s'exiler dans une capitale bondée afin d'y trouver du travail pour nourrir sa famille. L'autre, en revanche, va certainement puiser dans ses économies, s'il en a, ou contracter un prêt pour acheter de l'eau à un État voisin et se convertir à des cultures moins vulnérables. Ceci nous dit une chose importante. Les pays en développement seront les premiers et les plus touchés par le changement climatique et les moins capables de relever le défi. Se pose donc la question fondamentale de l'argent. Financer l'adaptation a été l'un des points les plus épineux des négociations qui ont démarré en 1995. En 2009,
Au sommet de Copenhague, les pays développés ont promis une aide de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Sans plus de détails. Durant des années, les pays du Sud ont réclamé des assurances, de la visibilité sur l'octroi de cette somme et une montée en puissance. Les pays du Nord répondaient qu'ils faisaient au mieux dans un contexte de crise économique. À Paris, à la demande des pays en développement, il a été acté que la somme de 100 milliards devait augmenter avec le temps. Mais quelle part doit aller à l'adaptation et quelle part à l'atténuation? De manière générale, les pays du Nord préfèrent dépenser leur argent pour régler le problème à la base. Les pays en développement insistent sur la nécessité de les aider à affronter les effets du réchauffement. À la COP21, ces derniers voulaient un engagement ferme sur le fait qu'au moins la moitié de l'aide financière irait à l'adaptation. En 2014, un rapport de l'OCDE estimait que seulement 16% des 62 milliards de dollars de la finance climat allaient à l'adaptation. Et encore, les pays du Sud contestent cette somme de 62 milliards. Mais l'accord de Paris ne grave dans le marbre que le fait qu'il y ait un équilibre entre adaptation et atténuation. Alors si ces chiffres semblent déjà conséquents, pour la plupart des économistes qui s'intéressent au climat, ils sont ridicules par rapport à ce qu'il faudrait débourser. L'économiste britannique Nicholas Stern, le pionnier sur cette question, estime qu'il faudrait globalement quelques 90 billions de dollars d'investissement global, en particulier dans les très grandes villes, pour transformer les systèmes énergétiques à travers le monde ces 15 prochaines années. Les pertes agricoles liées à une météo extrême se sont déjà élevées à 8 milliards de dollars par an durant la dernière décennie et environ 90% des pertes liées aux conditions météorologiques dans les pays en développement ne sont pas couvertes par une assurance. Et pour certains pays, en revanche, aucune somme ne sera suffisante pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique. Certaines îles, par exemple, font face à un danger qui menace leur existence même. La hausse d'1 mètre du niveau de la mer va littéralement en effacer certaines de la surface du globe. Des zones côtières situées sur des terres basses, densément peuplées, comme au Bangladesh, vont également beaucoup souffrir. Kiribati a déjà acheté des terres dans les îles Fidji, qui a fait savoir qu'elles accueilleraient leurs voisins de l'océan Pacifique et pourraient ainsi devenir le premier pays d'accueil au monde pour les réfugiés climatiques. Sur cette question de l'adaptation et du financement d'adaptation, nous avons interrogé Pascal Canfin, l'ancien secrétaire d'État français à la coopération, qui a travaillé longuement avec le think tank WRI et qui maintenant a pris la tête du WWF France. What's going to make the difference or determine the difference in the level of vulnerability between, for example, a subsistence farmer in Ethiopia and, let's say, an almond farmer in the Central Valley of California? C'est la capacité à disposer des moyens d'être résilient. L'adaptation, le dérèglement climatique, il faut le prendre comme un choc. Et selon votre capacité à être résilient, vous pouvez absorber ce choc parce que vous avez des réserves financières, parce que vous avez une assurance, parce que vous avez des stocks, etc., etc. Ou le même choc, vous n'êtes pas capable de l'absorber parce que vous avez zéro marge, parce que vous n'avez pas de police d'assurance et parce qu'une fois que vos récoltes sont perdues, elles sont perdues. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est que le même choc peut avoir des impacts très différents selon la capacité de résilience des acteurs. Mais il ne faut pas croire que les acteurs du Nord seraient nécessairement résilients et les acteurs du Sud ne seraient pas résilients. Non, on voit au contraire parfois certaines entreprises du Nord. Vous citiez la Californie, mais la Californie est fortement impactée par la sécheresse, par exemple, pendant de longs mois. Leur richesse ne les rend pas nécessairement plus résilients. Parce que justement, ils sont sur des dynamiques, une fragilité logistique, par exemple, qui fait que lorsque sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à un moment donné, c'est interrompu parce qu'il y a un accident climatique, on s'aperçoit que finalement, c'est un modèle qui est aussi fragile. Mais il n'empêche que en moyenne, c'est évident que les acteurs du Sud, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les familles, que ce soit les urbains, par rapport à un choc, par rapport à la montée des eaux, par exemple, sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables. D'où l'importance, par exemple, des engagements qui ont été pris par le G7, relayés pendant la COP21, de favoriser l'accès à l'assurance. Puisque l'assurance est un des dispositifs qui permet justement d'augmenter le niveau de résilience pour une famille, pour une entreprise ou un agriculteur. Salam Al-Ouk, whom I'm sure you know, director of the International Center for Climate Change and Development, who's from Bangladesh, recently made the point to me that
Many developing countries, in particular Bangladesh, as he put it, are already completely in adaptation mode. That is, it's been years already that they are confronting climate change head on, knowing that they're going to be severely impacted. Is it true that developing countries perhaps are further ahead of the curve than some developed countries in terms of realizing the necessity for adaptation? C'est évidemment leur priorité. Et ce n'est pas leur priorité aujourd'hui, c'est leur priorité depuis plusieurs années, tout simplement parce que, et c'est la très très grande injustice du dérèglement climatique, c'est que les moins responsables sont les premières victimes. Lorsque l'on regarde les évaluations du GIEC, des scientifiques du climat, on s'aperçoit que les deux zones géographiques qui sont les plus impactées et donc qui ont le plus grand besoin d'adaptation au dérèglement climatique, ce sont les pôles. Alors les pôles, il y a les ours polaires, il y a la glace, mais il y a très peu d'êtres humains. La deuxième zone, ce sont les tropiques. Et là, on a énormément de concentration humaine. Et c'est pour ça que c'est leur priorité. C'est pour ça que quelque part, ces zones-là, effectivement, sont en train de développer une compétence, un savoir-faire, mais il y a un manque de moyens criant, dramatique, d'où l'importance de la solidarité internationale et d'où l'importance d'en faire plus pour l'adaptation. Ça coûte plus cher aux bailleurs, mais encore une fois, c'est notre responsabilité de le faire. And one last question, related to the subject of loss and damage. What's the relationship between adaptation and the issue of loss and damage within the framework of the UN process? Il y a trois sujets dans le cadre des Nations Unies sur le climat. Il y a l'atténuation, la réduction des émissions, l'adaptation au choc climatique, et puis lorsque l'on n'a pas assez réduit les émissions, qu'on n'a pas réussi à s'adapter, il y a un dommage et il y a des pertes irrémédiables. Par exemple, il faut reconstruire des stations ou des villes qui sont sur les littoraux. Bon, on a certes essayé de les adapter, mais le choc est arrivé quand même, et donc il y a des pertes, il y a des dommages. Et la question est simple, qui prend en charge le financement de la reconstruction? Donc les pays du Sud sont assez fondés à dire aux pays du Nord, vous n'avez pas réduit suffisamment vos émissions au regard de ce que les scientifiques disent, vous n'avez pas financé suffisamment notre adaptation au regard de nos besoins, donc vous allez payer en cas de pertes et dommages, en cas d'impact concret qui se matérialise. Et inversement, les pays du Nord disent vous êtes gentils, mais on ne va pas payer trois fois. On ne va pas payer pour réduire les émissions, on ne va pas payer pour aider à vous adapter, et en plus payer pour les pertes et dommages. Donc cette bataille-là, pour moi, c'est sans doute la grande prochaine bataille entre le Nord et le Sud, parce que les sommes potentielles sont absolument colossales. Et donc, comment établir un lien de responsabilité directe entre tel événement climatique qui a telle conséquence sur telle ville, sur telle région, et le dérèglement climatique de manière générale, et ensuite, quelle est la responsabilité des États-Unis, de tel ou tel pays européen, du Japon, dans le dérèglement climatique en général, donc quelle est la part de responsabilité qui doit venir de tel pays pour financer directement l'impact de la reconstruction dans tel autre pays. On voit bien que ça ouvre des débats complexes, mais légitimes. Légitimes parce que la réalité, malheureusement, du dérèglement climatique est en train progressivement de s'imposer. C'est un terrain pour les avocats, ça. C'est un terrain pour les avocats, à n'en pas douter. Alors, deux conseils quand on parle d'adaptation. D'abord, un avertissement, c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux dégâts causés par le changement climatique, il est parfois intéressant de voir s'il n'y a pas une autre cause derrière. Exemple, sur la disparition des coraux, eh bien, il y a le changement climatique, bien sûr, avec l'acidification des océans, mais aussi la pollution. C'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et deuxième point, en revanche plus positif pour les journalistes, c'est que l'adaptation permet d'illustrer facilement la question du changement climatique, alors que souvent, cette problématique, notamment quand on couvre les négociations, est aride. Alors les points à retenir. Premier point, l'adaptation est une question qui concerne toutes les espèces, et pas seulement les hommes, et donc également tous les écosystèmes présents dans la nature. Deuxième point, pour évaluer les besoins en termes d'adaptation, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. L'exposition à la menace, la sensibilité et la capacité d'adaptation. Troisième point, la question du financement de l'adaptation est l'un des points les plus épineux des négociations internationales sur le climat, et l'accord de Paris n'a permis que des progrès limités sur ce point. Enfin,
Les coûts associés aux dégâts causés par le dérèglement climatique et la mise en place de systèmes de protection se calculent en billions de dollars et non en milliards.